Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 7e sommet du G5 Sahel, les chefs d'État des pays membres et leurs partenaires se sont réunis au Tchad les 15 et 16 février. Annonce phare de cette rencontre, le déploiement de 1200 soldats supplémentaires dans la zone des 3 frontières pour lutter contre le terrorisme. Mettre en place un plan de formalisation des coopératives agro-pastorales, c'est l'objectif affiché par l'Agence nationale de la promotion des investissements au Gabon. Un projet qui permettrait notamment de favoriser l'accès de ces coopératives aux services financiers. Et enfin, retour sur la première journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Une journée marquée par la défaite de 2 équipes congolaises, le TP Mazembe et l'AS Vita Club. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, du nouveau dans l'affaire concernant l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana en République démocratique du Congo. Jacques Migabo, l'un des assassins présumés des 2 militants des droits de l'homme, a été arrêté à Lubumbashi. L'homme aurait ensuite été transféré à Kinshasa depuis ce 17 février. L'ancien garde du corps du commandant Christian Ngoy Kenga a été recherché depuis plusieurs années par la justice congolaise. Selon 2 sources impliquées dans cette affaire, Jacques Migabo y a joué un rôle majeur en tentant notamment de dissimuler l'origine de ce double assassinat. Pour rappel, il avait déjà été condamné par contumace en 2011. La lutte contre le terrorisme, une des préoccupations majeures des chefs d'État membres du G5 Sahel, réunis les 15 et 16 février au Tchad. Point phare de ce 7e sommet, le président tchadien Idriss Déby a annoncé un renforcement de l'effectif militaire dans la zone dite des 3 frontières. 1200 soldats supplémentaires devraient ainsi y être déployés. Les précisions de Joël-Marie Ballot. Au cours du 7e sommet des 5 États du Sahel qui s'est tenu les 15 et 16 février 2021 au Tchad, les chefs d'État réunis d'un commun accord ont décidé de renforcer l'effectif militaire déployé dans la zone des 3 frontières. Avec un appui de 1200 soldats et le maintien de ces troupes dans le nord du Mali, le Tchad et la France entendent amplifier la lutte contre l'avancée du terrorisme djihadiste. Nous avons assisté à une montée en puissance des forces armées du G5 Sahel sur le théâtre des opérations militaires. Donc c'est là vraiment important de le signifier. La présence militaire française est encore utile dans le domaine de renseignement à travers l'exploitation des outils satellitaires en termes de positionnement des forces ennemies combattantes. Face à la recrudescence des actes de terrorisme, le renforcement des armées nationales, le déploiement de 600 soldats français supplémentaires au sein de l'opération Barkhane ont permis d'entraver au mieux la menace terroriste qui pilule dans cette région. Le maintien des troupes françaises est donc une décision qui intervient au moment où, selon les observateurs maliens, le niveau d'insécurité reste élevé. S'il est vrai que la France fait partie d'une coalition internationale contre le terrorisme à travers l'OTAN, dans le cas de retrait progressif de cette armée qui est prévu, que la France puisse renforcer les capacités opérationnelles de renseignement des différentes troupes des pays membres du G5 Sahel. Ces 2 jours de rencontre en N'Djamena auront donc été l'occasion pour les pays membres du G5 Sahel de faire le point sur les progrès et les impasses face à la lutte anti-djihadiste dans un contexte politique, sécuritaire et humanitaire encore instable. L'actualité, c'est également une tension toujours palpable entre le Soudan et l'Éthiopie. Ce 17 février, Khartoum a rappelé son ambassadeur à Addis Abeba. Information confirmée par le porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères, Mansour Boulad, qui affirme que l'ambassadeur a été rappelé, je cite, pour des consultations au sujet des relations soudano-éthiopiennes, avant d'ajouter qu'il s'agit d'une formalité courante. Cette annonce intervient alors que les relations diplomatiques entre le Soudan et l'Éthiopie s'enveniment au sujet de la région frontalière d'El Fashaga, une région de 250 km² de terres fertiles est revendiquée par les 2 pays, précisément pour son enjeu à la fois alimentaire et économique. Promouvoir la paix et la cohabitation pacifique, des objectifs qui reviennent très souvent dans les programmes politiques de plusieurs candidats à l'élection présidentielle tchadienne prévue pour le 11 avril prochain. C'est le cas notamment de Aladoum Djarma Baltazar, le candidat du parti Action sociale tchadienne pour le renouveau. Le candidat s'engage notamment à bâtir avec le peuple un Tchad de progrès économique et social ou encore de liberté et de justice. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan.
Au Tchad, à l'approche des élections présidentielles, les partis politiques se lancent dans la course avec une série de promesses. La cohésion sociale, la cohabitation pacifique et la paix sont les clichés les mieux vendus aux Tchadiens en cette période électorale. C'est le cas du candidat du parti Action sociale tchadienne pour le renouveau, Aladoum Djarma Baltazar, qui promet un pacte socio-économique pour un Tchad nouveau. Notre détermination, toujours forte, sera affirmée pour faire de la réconciliation, de l'unité et de la cohésion du peuple tchadien le leitmotiv principal de notre engagement politique pour un Tchad de paix, de progrès dans l'équité et la solidarité. Ainsi, nous prendrons des engagements majeurs et réalisables pendant les campagnes. L'unité nationale, la lutte contre les conflits intercommunautaires, le développement économique à la base et la promotion de la bonne gouvernance constituent l'essentiel des programmes politiques proposés aux Tchadiens pour la présidentielle d'avril 2021. Le candidat du parti ASTRE, par exemple, s'est dit porteur des voix d'un peuple incompris en quête du changement et du renouveau. L'adhésion des populations à la vision de notre parti, qui est bâtir avec le peuple un Tchad de progrès économique et social, de liberté et de justice, se concrétisera par ces programmes pertinents de gouvernement. Basés sur notre philosophie de 3P, dont la mise en œuvre produira des résultats positifs et permettra d'engranger des progrès économiques significatifs. Pour rappel, plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections présidentielles prévues le 11 avril 2021 et les législatives au 24 octobre de la même année. Au Gabon, l'Agence nationale de la promotion des investissements travaille actuellement sur la mise en place d'un plan de formalisation des coopératives agro-pastorales. Objectif affiché par l'ANPI, favoriser l'accès de ces coopératives aux services financiers et aux techniques de production. Ce projet est important pour le Gabon qui souhaite augmenter la production locale. Marie-Raphaël Antolo. Au Gabon, afin de favoriser l'accès des coopératives agro-pastorales aux services financiers et aux techniques de production, l'Agence nationale de la promotion des investissements, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, envisage de mettre en place un plan de formalisation. D'après un communiqué, il sera spécifiquement question pour l'ANPI de donner aux coopératives l'accès aux agréments et permettre aux investisseurs de financer le secteur. Les coopératives agro-pastorales gabonaises sont aux prises à un problème fondamental. L'accès à la terre, la disponibilité de la terre, la légalité de l'utilisation de la terre. C'est un problème qui varie d'une zone à l'autre du Gabon, mais qui se retrouve dans presque toutes les provinces et qui plombe l'action des coopératives. Actuellement, le secteur agricole gabonais emploie environ 40% de la population rurale, bien qu'il ne contribue qu'à 5% du PIB et ne compte que pour 0,7% du budget de l'État. Le développement rural du Gabon dépend pour une large part de la croissance de ce secteur agro-silvopastoraux. Cependant, la mise en valeur du potentiel agricole national reste encore embryonnaire selon des experts. Il faut que la terre soit légalement et facilement disponible, d'où une correction des lois, une correction des règlements et aussi une correction des pratiques coutumières. Donc les pratiques coutumières qui sont très conservatrices en matière de terre au Gabon thésaurisent la terre qui est sous-utilisée, qui est disponible mais qui ne sert utilement à personne. Les autorités précisent que la formalisation de ces coopératives annoncées vise à accroître la production locale afin de pouvoir réduire la dépendance alimentaire du Gabon de l'extérieur. Notons que le pays prévoit produire localement plus de 50% de la consommation alimentaire du pays d'ici 2025 et compte sur les coopératives agricoles pour y arriver. La Tunisie enregistre une baisse de ses exportations. L'Institut national de la statistique révèle en effet que durant le mois de janvier dernier, les exportations ont baissé de 7,9%. Parmi les secteurs concernés figure notamment celui de l'énergie, des mines ou encore du textile. Les détails avec Samantha Sabero-Saboubanga.
Selon des données de l'Institut national de la statistique INS, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur durant le mois de janvier 2021 montrent que les exportations ont diminué de 7,9% contre un repli de 4,2% en janvier 2020. Suite à cette baisse de 7,9% des exportations et de 10,1% des importations, le solde de la balance commerciale de janvier 2021 est déficitaire. En effet, les exportations se sont élevées à 3 366,4 contre 3 655,6 durant le mois de janvier 2020. La Tunisie a une économie qui est très dépendante des pays de l'Union européenne. L'essentiel de ses exportations, soit quasiment 70% des exportations, est dirigé vers les pays de l'Union européenne, ce qui explique le ralentissement de l'activité et des exportations de la Tunisie, car on sait que malheureusement avec l'épidémie du Covid, les pays européens malheureusement ne produisent plus assez et leur demande extérieure est ralentie et devient de plus en plus faible, d'où le ralentissement des exportations de la Tunisie vers les pays de l'Union européenne et du coup le ralentissement des exportations de la Tunisie. Ce repli observé au niveau des exportations concerne la majorité des secteurs. En effet, des baisses sont enregistrées au niveau des secteurs tels que l'énergie, les mines, phosphates et dérivés, du textile, habillement et cuir, des industries manufacturières, de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. En revanche, le secteur de l'industrie mécanique et électrique a enregistré une légère hausse. Pour sortir de ces difficultés économiques, essayer de rediversifier ses partenariats et essayer d'exporter leurs produits essentiellement dans d'autres pays et non pas simplement au sein de l'Union européenne. Donc pour ma part, je pense qu'il faudrait une relance des activités, aussi un plan de relance global et macroéconomique afin de permettre à la Tunisie de retrouver un élan économique. D'après l'Institut national de la statistique, le problème du déficit de la balance commerciale de la Tunisie réside dans la méthodologie de calcul basée sur les résultats des transactions effectuées sous le régime général. Le régime général relève que les échanges commerciaux sont déficitaires de 2001 millions de dinars. En revanche, les échanges commerciaux sont bénéficiaires sous le régime offshore de 1208,8 millions de dinars. Un mot de sport à présent avec le bilan de la première journée de la Ligue des Champions de la CAF. Un début de compétition marqué par quelques surprises. Les deux équipes de la RDC, le TP Mazembe et l'AS Vita Club, qui font partie des favorites, ont déçu et comptent se ressaisir lors du match retour. On fait le point avec José Douglas. Et d'abord, en Ligue des Champions, cette première journée nous a réservé une belle surprise avec la victoire de l'équipe tanzanienne de Simba. Mamelodi Sundowns du président Patrice Motsepe bat Al Hilal Omdurman 2-0. Les Guinéens d'Oroya s'en sortent très bien en battant Petro Luanda 2-0. Et dans le groupe D, l'un des plus difficiles, Tunis annonce les couleurs en s'octroyant la victoire face aux Sénégalais de Teungueth 2-1. Mais Teungueth compte jouer dans la cour des grands cette année. J'ai été surpris par la défaite de Teungueth qui est vraiment une bonne poule, c'est-à-dire c'est de bons grains et je pense que le football sénégalais aujourd'hui en train de vraiment s'exprimer avec Djamba et tout. Donc je pense qu'ils sauront se rattraper au plus vite et après on attend de voir le tenant du titre Al Ahly. Comme nous vous l'indiquions, la surprise est venue de la Tanzanie avec l'équipe de Simba qui a été battre Vita Club sur son terrain 1-0 et l'autre formation de la RDC, le TP Mazembe, est tenue en échec sur son terrain par les Algériens du CR Belouizdad 0-0. C'est un enchaînement de matchs avec des émotions et surtout des résultats contraires parce qu'on attendait quand même le Congo au niveau de la finale de la Coupe du championnat de l'Afrique des Nations. Le Congo n'est pas arrivé et peut-être même que ce sont ces pressions complètement obscènes qui énervent un petit peu le coordinateur peut-être à le bol. Mais je pense qu'il va revenir à de meilleurs sentiments comme le disait tantôt mon confrère. Deuxième tour de la Ligue des Champions ce 23 février. Il y a également la Coupe de la Confédération où nous sommes au play-off avec quelques résultats. La victoire de Coton Sport à l'extérieur de Jaraf et le sétif du Stade malien d'Orlando Pirates, de l'Étoile du Sahel, de Napsa Stars FC. Le CS Sfaxien écrase les Rwandais de l'Esquigali 4-1. Raja de Casablanca et Pyramids se mettent aussi à l'abri. Des défaites surprenantes comme celle du FC Platinium, JS Kabylie, Gormaya, Monastir et les Ivoiriens du RC Abidjan qui ont presque dit adieu à la compétition. Match retour le 21 février. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.